Donc, je suis Anna Diop, étudiante en doctorat 2 de médecine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en tant que modératrice pour le deuxième webinaire d'orientation 8 dédié aux spécialités chirurgicales ce soir. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir des aînés, des médecins en spécialisation chirurgicale qui vont partager avec nous leur parcours et leur expertise. Donc, nous avons parmi nous le docteur Malik Bewogo, interne des hôpitaux en chirurgie maxillofaciale à Ouagadougou, le docteur Mélène Hod, DES en chirurgie pédiatrique à Ouagadougou, et le docteur Salma Eliasmi, DES en chirurgie thoracique et cardiovasculaire à Dakar. Avant de commencer, quelques petites règles pour assurer le bon déroulement de ce webinaire. Donc, merci de bien vouloir couper vos micros pendant toute la durée des présentations. Vous pouvez poser vos questions dans la section chat au fur et à mesure. Nous les aborderons à la fin lors de la session de questions-réponses. Donc, le déroulement sera simple. Chacun de nos invités aura 15 minutes pour se présenter et nous parler de sa spécialité. Ensuite, nous ouvrirons la session de questions-réponses pour que vous puissiez interagir avec eux. Je lirai les questions de toute façon qui sont dans le chat. Donc, pour commencer, je vous invite Dr Mélène Hod à prendre la parole pour vous présenter et nous parler de votre spécialité. D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous me recevez. Bonsoir, oui, on vous reçoit, docteur. D'accord, donc bonsoir à notre très chère modératrice, bonsoir à chacun de vous, panélistes, et bonsoir à chacun de vous tous. Donc, je me présente de façon simple, de façon brève. Je suis Hodé Mélène Amonsou, béninoise de nationalité. Donc, c'est vraiment avec joie que je suis avec vous ce soir et c'est enthousiasmé que j'ai accepté de participer à cet atelier afin non seulement de partager un peu de mon parcours, mais aussi de mettre de la lumière sur ce qui rend la spécialisation de chirurgie pédiatrique passionnante. D'accord. Maintenant, pour en venir aux faits, on peut déjà d'abord commencer par la chirurgie pédiatrique en elle-même. Il faut dire que la particularité, c'est les enfants. Donc, chirurgie pédiatrique, c'est les enfants. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on nous apprend que les enfants ne sont pas de petits adultes, ce qui fait justement doublement la particularité de cette spécialisation. Donc, les enfants, leur physiologie, elle est différente, leur maladie aussi, et il faut noter qu'à chaque âge, il y aura ses particularités. Donc, soigner un enfant, ce qui va faire la particularité avec la chirurgie pédiatrique, c'est que soigner un enfant, ce ne sera pas soigner juste le malade. Il faut en prendre en compte aussi les parents, parce que c'est les parents qui vont accompagner le patient dans tout son parcours. Donc, c'est aussi accompagner les parents, les rassurer et les inclure justement dans ce processus de soins-là. C'est ce qui fait un peu peut-être la complexité de la prise en charge en chirurgie pédiatrique. Donc, il faut pas voir le patient isolément. Il va falloir le considérer avec toute sa famille. Donc, ensuite, le deuxième point que je pourrais dire pour toujours la chirurgie pédiatrique, c'est la diversité des pathologies. Donc, comme je disais, à chaque tranche d'âge, il y aura sa pathologie. Mais il faut noter aussi que la chirurgie pédiatrique est d'abord une spécialité de généraliste, pour dire, parce que on fait un peu de tout, on est un peu touche à tout, parce que il y aura de la viscérale pédiatrique, donc tout ce qui sera viscéral. On fait de l'urologie pédiatrique, on fait de l'orthopédie et de la traumatologie pédiatrique, on fait de la chirurgie malformative et de la chirurgie néonatale. Et dans certaines contrées, il s'y ajoute aussi de la neurochirurgie pédiatrique. Mais bon, ici, dans nos contextes, on se limite à ce que j'ai cité. Peu s'intéressent à la neurochirurgie pédiatrique. Maintenant, quant aux tranches d'âge dont nous on s'occupe, ce sera de 0 jusqu'à 14-15 ans dans nous, notre contexte, mais ailleurs, pays européens, ça va jusqu'à 18 ans. Donc, il faut pouvoir prendre connaissance de toutes les pathologies qui concernent cette tranche d'âge-là. Et tout en justement en gardant à l'esprit que l'enfant est un être en croissance.
D'accord. Comme je le disais, c'est une spécialité qui est vraiment très large. Elle est exigeante, mais elle est quand même assez passionnante. Qu'est-ce que pour le nombre d'années d'études, on peut en revenir là. Le nombre d'années d'études, c'est 5 ans. C'est 5 ans comme toute spécialité chirurgicale. Bon, les différents modules qui sont généralement enseignés, ce sera de façon pratique, hein, ce sera toujours la pratique, tout ce qui sera d'abord tout ce qui sera base de chirurgie. Ça, je pense que c'est quand même commun à toutes les spécialités. Donc, base de la chirurgie et de façon pratique. C'est ce qui est, en tout cas, pour mon terrain de stage où je suis, je pense que c'est formidable parce que on allie les deux, et la théorie et la pratique. Ici, c'est plus par séminaire de cours qu'on fonctionne, c'est-à-dire que on organise des séminaires de cours et la pratique se fait quotidiennement, c'est-à-dire que vous êtes permanemment sur le terrain de stage. Donc, vous apprenez et je pense que on n'est pas, je pense qu'il y a quand même assez de lest, de sorte à ce que tu es rapidement indépendant dans ta façon de travailler, dans ta façon de prendre en charge les malades. Donc, je pense que ça, c'est peut-être un avantage de mon terrain de stage. Donc, je vais en revenir sur peut-être les différents types de stages et peut-être les avantages et inconvénients. Bon, concernant les horaires de travail, bon, c'est une formation. Donc, quand on se dit qu'on est en formation, je pense que c'est peut-être difficile, mais je pense qu'il faut pouvoir se réserver le temps de vraiment se former afin d'être bon demain. Donc, c'est dans ce temps d'idée-là, il faudra se mettre une pression à soi-même. C'est vrai que il y aura les gardes, c'est des gardes simples, peut-être en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans la spécialité, vous organisez en groupe. Les gardes peuvent être variés entre tous les 4 à 6 jours. Et de toute façon, les horaires de travail, ce sera en fonction des activités justement disponibles dans le service. Donc, ce sera les consultations, le programme opératoire, les urgences. Donc, en fonction de ça, je pense que on peut répartir la charge de travail ici. Donc, c'est se dire que c'est prenant, mais pas au point de faire en sorte que tu t'oublies. Je pense que le volet social est très important quand on est en spécialisation, parce que moi, je dis toujours, hein, quelqu'un qui opère, c'est quelqu'un qui est censé être équilibré émotionnellement. Donc, je pense que c'est quand même assez respecté ici. En tout cas, si tu peux te donner la force et la passion qu'il faut pour te former. Si tu veux, tu fais des horaires supplémentaires pour ta propre formation. Mais je pense que quand même, il y a ce petit espace-là pour être stable socialement. Voilà. Les avantages de cette spécialisation. Bon, je dirais que c'est le fait que peut-être c'est une spécialité qui n'est pas très connue. D'abord, elle est plutôt jeune. Parce que dans nos contrées, par exemple, en sous-région, on a peu de pays qui forment en chirurgie pédiatrique. Donc, je pense que c'est peut-être ça. On a beaucoup ça comme avantage. Ça veut dire qu'il y a toujours de la place à se faire. Et aussi, quel avantage? Je dirais que justement, le fait qu'il y ait de la place à se faire, ça veut dire que pour ceux qui sont portés carrière hospitalo-universitaire, je pense que c'est toujours intéressant parce que le besoin est là. Le besoin est là, donc c'est facile de monter dans ce sens-là. Maintenant, les inconvénients, je dirais, c'est justement le fait que, comme j'ai cité, on prend en charge beaucoup de malades, de pathologies. Et c'est des pathologies qui ont déjà des spécialités d'une certaine manière. Par exemple, je dis un truc, je prends l'urologie par exemple. On a des urologues, c'est vrai qu'ils sont adultes et qu'ils font adultes, mais il faut pas oublier qu'au cours de formation quand même, on leur apprend à prendre en charge des enfants. De sorte à ce que c'est un peu une lutte, comme si on est en train un peu de récupérer les malades de toutes les autres spécialités. C'est-à-dire quand tu es en traumato, on t'apprend quand même à faire la prise en charge des enfants. Donc, à un moment donné, quand tu dois laisser cette main-là au chirurgien pédiatre, vous voyez qu'il y a ce petit conflit d'intérêts là. Donc c'est toujours la difficulté de justement la spécialisation là. C'est une place qui n'est pas négociée parce que quand tu rentres justement dans ce domaine, tu te rends compte de la spécificité de l'enfant qui n'est pas forcément pris en charge, je vais dire, nos chirurgiens adultes. Voilà, la spécificité de l'enfant, c'est très, 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 très important.
Voilà. Maintenant, je ne sais pas si moi j'allais peut-être aussi parler du volet personnel, du volet social. Voilà. D'abord, je pense que pour toute spécialisation, il faut pas aller en spécialisation sans projet de carrière. Je dirais ça comme ça. Aller en spécialisation, c'est aller avec une vision. C'est pas à la fin de la spécialisation qu'on va commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que je fais après, comment je fais ci, où est-ce que je m'intègre et tout. Je pense que c'est important de déjà tracer ce plan-là avant même de débuter sa spécialisation. Maintenant, concernant la chirurgie pédiatrique, je peux vous assurer que c'est une spécialité qui est super passionnante parce que pour ceux, en tout cas, qui n'aiment pas la monotonie, je veux dire, qui seront servis. On a suffisamment de pathologies à prendre en charge. Il y a suffisamment de malades et la diversité de pathologies, on est toujours étonné. On apprend toujours. On apprend toujours. Donc, pour ceux qui aiment se challenger, je pense que c'est la spécialité qu'ils vont choisir. Je ne fais pas de l'ombre aux autres, mais voilà. En dehors de ça, quant au terrain de stage, voilà, ça aussi c'est très important d'en parler. Pour concernant la chirurgie pédiatrique, je pense qu'il y a le Sénégal qui forme, on a la Côte d'Ivoire qui forme, on a le Burkina, on a le Togo, il y a le Bénin. Ça c'est pour ceux qui ont de la sous-région. Je ne vais pas parler des pays anglophones, voilà, comme on est entre nous francophones ici. Voilà, de tout ce qui est de la sous-région, voilà les pays qui forment en chirurgie pédiatrique. Chaque terrain a ses avantages, ses inconvénients. Pour Dakar, je n'ai pas beaucoup d'informations là-bas. Mais concernant les autres pays, quand même, là, je suis un peu plus informée. Donc, je me dis que pour chacun, ce sera en fonction de ses objectifs et de ses besoins. On va dire ça comme ça. Moi, je suis en train de me former au Burkina Faso. J'ai fait ce choix à cause je vais dire, de la diversité de pathologies qu'il y a ici. Il faut dire que quand même, on a assez de malades. Et comme je disais, le terrain est neutre, donc il y a beaucoup de travail. Et il n'y a pas encore, je vais dire, le privé, dans le sens de la chirurgie pédiatrique, n'est pas très développé. Ce qui fait que dans l'hôpital public, on a vraiment, la charge est énorme. C'est vrai que ça épuise, mais il faut dire qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Franchement, je me dis que ce sera franchement hyper rare de finir ta formation au Burkina Faso et de dire que il y a pas de pathologie, il y a encore des pathologies malformatives en fait que tu n'as jamais vues, il y a des choses que tu n'as pas pris en charge. Franchement, la formation, elle est complète. Elle est complète. Et ici aussi, il faut dire que il y a la facilité d'approcher ton professeur, tu as la facilité je vais dire quoi, d'être au devant des interventions sans forcément être mise à part. Non, te laisse prendre des décisions. Tu vas, je vais dire, au devant des choses. Concernant le Bénin, moi, bon, je suis béninoise, mais je pense que en chirurgie pédiatrique au Bénin, c'est très bien aussi. Ils sont très développés en ce qui concerne l'orthopédie et la traumatologie pédiatrique. Ils sont très avancés dans ce sens-là. Et très peu, par contre, dans les autres variantes de la chirurgie pédiatrique. Donc, ça fait que je pense que la formation n'est pas tout à fait complète. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que moi, ça m'a restreint un peu. Le Togo, parfait aussi comme site de formation. Je pense, oui, là-bas, la formation aussi, elle est très bien. Il y a l'avantage aussi qu'il y a là-bas au Togo, c'est le fait qu'il y ait comment ça s'appelle, l'ONG, la chaîne de l'espoir, quand même qui s'occupe beaucoup des enfants, de leur pathologie et qui donc organise beaucoup de missions à Lomé. Donc ça fait que ça te permet déjà de t'approprier ce qui est de la mission terrain pour ceux qui sont intéressés plus ou moins à tout ce qui est humanitaire. Donc ça te fait déjà une expérience terrain. Donc je pense que c'est l'avantage de ce site de stage là également. Je ne sais pas si j'ai épuisé mon temps. Donc, je pense que c'était essentiellement ça que j'avais à dire sur la chirurgie pédiatrique. Et franchement, pour finir, je dirais que, en tout cas, voir un enfant guérir, reprendre sa vie et sourire, je pense que c'est ce qui nous donne la force de continuer malgré quand même les contraintes. Et je pense que même si c'est une spécialité qui demande patience et munitie, il y a tout plaisir, c'est vraiment un bonheur quand tu vois un enfant, une vie sauvée et tu vois
pas peut-être ce que cette personne devient plus tard. Franchement, je pense qu'il n'y a pas meilleure récompense. Donc, à tous ceux qui réfléchissent à l'avenir, je dirais, si vous aimez la précision, le défi, la technique, choisissez chirurgie pédiatrique. Si vous avez besoin d'un métier où chaque geste compte, choisissez la chirurgie pédiatrique. Et si vous avez surtout, vous aimez les enfants, vous aimez vous approprier leur univers et apporter de l'espoir à ces enfants, à leur famille, encore, choisissez la chirurgie pédiatrique. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez presque failli me convaincre, entre guillemets, pour choisir votre spé. Merci pour votre présentation, vraiment très, très enrichissante. On apprend beaucoup de choses à travers cette présentation de la chirurgie pédiatrique. Et surtout, une leçon que j'ai vraiment retenue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modalités, beaucoup de choses à prendre en compte lorsqu'on choisit sa spécialité, notamment aussi le lieu où on va aller faire cette spécialité. En tout cas, merci beaucoup, Dr Mélène. Je demande donc aux participants de bien vouloir poser leurs questions dans le chat. On abordera ces questions lors de la session questions-réponses tout à l'heure. Merci beaucoup, Dr Merci Mélène. à vous. Donc, nous allons passer à notre deuxième invité, une invitée très spéciale, donc le Dr Salma Eliasmi, DRS en chirurgie thoracique et cardiovasculaire à Dakar. Donc, Dr Salma, je vous laisse la parole. Bonsoir, Dr Anna, et bonsoir à tout le monde. Il faut me dire si vous m'entendez correctement, s'il vous plaît. Oui, Dr Salma, on vous reçoit. D'accord. Merci. Alors, je tenais d'abord à remercier Dr Mélène pour sa présentation. Je pense qu'effectivement, elle allait tous nous convaincre à, à se convertir et changer de spécialité. Donc, oui, la chirurgie pédiatrique, quand même, c'était mon deuxième choix après la CTCV. Donc, si j'étais pas prise en CTCV, j'allais être chirurgien pédiatre aujourd'hui. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis le Dr Salma Eliasmi. Je suis d'origine marocaine et j'ai fait toute ma médecine à Dakar. Donc, j'ai obtenu mon doctorat de médecine à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Et puis, ensuite, j'ai postulé pour la formation CTCV, qui est la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Donc, je pense que le choix de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, ça a été vraiment déterminé depuis mes premières années de médecine. Donc, je savais déjà ce que je voulais faire. Et le bon Dieu a fait les choses correctement. Et puis, je me suis retrouvée dans la spécialité. Donc, comme petite présentation d'abord de la spécialité. Donc, comme son nom l'indique, c'est la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Donc, on comprend tout de suite qu'il y a 3 sous-spécialités qu'on fait en même temps. Ce qui est un peu différent des pays, en tout cas, je vais parler de mon pays d'origine qui est le Maroc. Donc, chez moi, la spécialité se fait, elle est plutôt divisée, on va dire, en chirurgie thoracique qui est isolée et puis à la chirurgie cardiovasculaire qui est isolée. Donc, au Maroc, on ne peut pas pratiquer les 3 en même temps. Je sais aussi que dans les pays européens, c'est la même chose. Donc, ce sont des spécialités qui sont isolées, on va dire. Par contre, à Dakar, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais bon, chacun aura l'occasion de décider pour lui-même à la fin. Voilà, donc c'est une spécialité qui va regrouper les 3, d'où, on va dire, la difficulté de la spécialité. Parce que qui dit 3 sous-spécialisations, dit difficulté fois 3. Voilà. Donc, au cours de cette spécialisation, on va parler d'abord de façon générale, puis je vais aborder la partie théorique de la spécialité, puis la partie pratique qu'on va appeler comment se passe une journée en chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que durant toute la spécialité, durant la formation, on va dire, on aura à apprendre beaucoup de ce qui est médecine générale, en fait. Il y aura aussi l'aspect chirurgical. On aura aussi des notions d'anesthésie-réanimation parce que c'est une spécialité qui est assez particulière, donc qui nécessite une formation particulière.
Et si les réanimateurs ne suivent pas la formation, donc on va pas se retrouver avec de bons résultats concernant nos patients. Donc, on gère aussi les urgences. Donc, comme c'est une spécialité qui va gérer et les urgences et les patients qui sont programmés en programme réglé. Donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a des patients qui sont très particuliers. Et c'est une spécialité aussi qui nécessite beaucoup de matériel particulier. Par exemple, si on parle aujourd'hui des patients thoraciques, on va parler des pleurovacs. Donc, par exemple, pour nous, on voit les pleurovacs tous les jours. Par contre, dans d'autres spécialités, ils peuvent peut-être faire toute l'aspect sans jamais avoir des pleurovacs. Donc, c'est pour ça que c'est une spécialité qui est vraiment particulière. Autre chose, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une spécialité qui est malheureusement pas disponible dans tous les pays africains. Et là, je vais surtout revenir par rapport à la chirurgie cardiaque, qui malheureusement n'est pas encore émergente dans tous les pays en Afrique. Donc, avant de faire le choix de cette spécialité ou du moins de cette sous-spécialisation qui est la chirurgie cardiaque, il va falloir bien réfléchir parce que il va falloir avoir un centre où on va continuer à travailler après la spécialité. Il va falloir avoir des anesthésistes réanimateurs qui doivent être formés pour la chirurgie cardiaque. On doit avoir du matériel spécial pour la chirurgie cardiaque et tout ça, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais que c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir en compte avant de faire le choix. Donc, dans cette spécialité, on travaille de façon très rapprochée avec les cardiologues, bien évidemment, avec les pneumologues, avec les réanimateurs, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi avec les orthopédistes dans le cadre des urgences vasculaires, on va dire, surtout par exemple dans le cadre des plaies vasculaires. Donc là, on va passer sur le plan théorique de la spécialisation. Donc la durée de la spécialisation, exceptionnellement, c'est 6 ans pour la CTCV. Donc au bout des 6 ans, on aura à soutenir un mémoire. Donc, il y a aussi des modules qu'on va étudier tout au long de l'année. Ça sera de la première année à la 4e année. Les modules seront organisés sous forme d'un calendrier qui va sortir en début d'année, donc au mois d'octobre à peu près. Donc, au niveau de ce calendrier, il y aura des cours que les DES devront présenter avec chaque DES qui devra présenter des cours devant des professeurs. Donc, ça sera en fonction des 3 sous-spécialisations toujours. Donc, il y aura des cours de chirurgie cardiaque et des cours de chirurgie thoracique avec des cours de chirurgie vasculaire. Donc, pour chaque année aussi, il y a des objectifs qui sont préétablis par le superviseur du DES. Donc là, bien évidemment, je ne parle pas des objectifs personnels parce que chacun a le droit d'avoir ses propres objectifs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, en fin de première année, il va falloir valider les objectifs qui ont été préétablis pour cette année, etc. Donc, à la fin de chaque semestre, il y a un examen. L'examen aussi se passe de 2 manières, on va dire, où il y a deux parties d'examen, excusez-moi. Donc, il y a la partie théorique de la chose. Donc, ce sont des examens écrits et ça se passe sur les 3 jours. Donc, 1 jour pour chaque sous-spécialité. Et le 4e jour, ça sera la partie pratique de la chose. Donc, qu'on appelle l'épreuve de malade. Donc, ça se fait au 1er semestre et au 2e semestre. Voilà. Donc, par rapport aux examens aussi, ce que je voulais noter, c'est qu'avant, on pouvait, par exemple, passer de la première à la 2e année sans avoir tout validé, qu'à la fin, avant de finir avant de passer à la 5e année, il va falloir valider tous les modules qui restaient à rattraper. Mais la dernière année, depuis 1 an, ça a changé. Donc maintenant, il faut obligatoirement valider tous les modules avant de passer. Donc, autre chose, je ne veux pas encore entrer dans le côté pratique de la chose, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le stage va représenter 60% de la note finale. Et tout à l'heure, on va parler de stage et des objectifs de stage. Donc, en dehors des examens écrits et des épreuves de malade, il y a ce qu'on appelle les cahiers de protocole opératoire, donc que chaque DES aura
à tenir du début de l'année jusqu'à la fin. C'est tous les protocoles opératoires, c'est-à-dire toutes les opérations où il a eu à s'habiller au bloc opératoire, que ce soit dans le cadre des programmes réglés ou dans le cadre des urgences. Donc, voilà, qu'il va falloir présenter à la fin d'année devant tous les professeurs afin d'avoir une note également. Donc, ce qui est aussi particulier par rapport à la CTCV, c'est le coût de la spécialisation. Et ça, c'est très important parce que des fois, on oublie d'en parler. Donc, c'est la spécialité qui est la plus chère, en tout cas à Dakar. Je ne sais pas pour les autres pays, mais à Dakar, ça coûte 1 150 000 francs CFA. Voilà, donc je pense qu'il est aussi important à souligner ça, surtout pour les étrangers, parce que le coût de vie à Dakar, ça aussi, c'est une partie importante pour la décision de faire ce choix, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en arrivant à Dakar, sont un peu choquées, on va dire, des prix, à commencer par le loyer, par la nourriture, enfin, par la vie de tous les jours. Donc, je pense qu'il est vraiment important de parler de ce point-là, particulièrement. Voilà, donc comme je disais, au bout des 4 ans du DES, donc à la fin c'est l'année où on finit les examens, il y a la possibilité d'aller faire ce qu'on appelle un DFMS à l'étranger. Principalement, ça se fait en France. C'est vrai qu'il y a d'autres sites, mais on va parler plus de la France. Donc, c'est un diplôme qu'on peut faire au bout de 4 ans. Bien sûr, après autorisation du chef de service. Et puis, ça permet d'aller s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres pathologies que peut-être on ne voit pas au Sénégal, voir d'autres façons de travailler. Et puis voilà, donc en principe, les gens partent pour 1 année, mais on peut aller jusqu'à 2 ans s'il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à... Je voulais parler aussi de l'accès à la spécialisation, parce qu'avant, c'était sur dossier, mais actuellement, il y a un site que malheureusement, je n'ai pas sous les yeux. Peut-être je pourrais renseigner ça plus tard. Donc là, je vais parler maintenant du côté pratique de la chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au cours de la spécialisation, on se divise, on va dire, en équipes. Donc, il y a une équipe qui sera au bloc opératoire pendant 1 semaine. Il y a une équipe qui sera en hospitalisation pendant toute la semaine et une équipe qui sera au niveau de la consultation également pendant toute la semaine. Donc, cette organisation se fera bien sûr avec les internes du service. Donc, il y aura aussi des gardes. Excusez-moi. Donc, les gardes, c'est à partir de la 1re année jusqu'à la 5e année. Donc, il n'y a que les 6e années qui ne font plus les gardes. Donc, les gardes se font généralement à 3 ou à 4 en fonction en fonction de l'effectif qu'il y a par année. Donc, ce qu'il faut noter aussi, donc je reviens toujours sur le point des rémunérations et du coût de vie à Dakar, parce que je sais de quoi je parle et que c'est vraiment important, peut-être pas pour certains, mais pour d'autres, je sais que c'est très important. Il faut noter que les gardes ne sont pas payés de la 1re à la 3e année, c'est-à-dire que la garde ne sera payée qu'à partir de la 4e année, qui est l'année où on devient ce qu'on appelle le seigneur de garde. Donc, voilà. Maintenant, pour les horaires de travail, franchement, en CTCV, c'est vraiment ça qui pose problème. Parce qu'à la CTCV, il n'y a pas d'heure de travail. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un service d'urgence. Donc, on peut commencer la journée, puis tout va basculer à 14h. On se retrouve sur une urgence, on peut finir à 22h. Donc, vraiment, il n'y a pas d'horaire de travail. Donc, et là, je vais vraiment ouvrir la parenthèse. Comme l'a dit le docteur Mélène tout à l'heure, c'est par rapport à la vie sociale. Donc, je pense qu'en chirurgie pédiatrique, ils ont de la chance d'avoir une vie sociale. Mais en CTCV, il faut vraiment retenir que c'est compliqué parce que c'est une spécialité qui va bouffer tout votre temps. Bon, c'est pas pour faire peur aux gens ni quoi que ce soit, mais je pense que si on fait cette réunion aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse vraiment parler des réalités.
Voilà, parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec certaines attentes et puis voilà, elles se retrouvent devant des choses qu'elles ne comprennent pas. Donc ça aussi, je vais juste revenir par rapport aux gardes. Donc il n'y a pas de comment ça s'appelle? Il n'y a pas de repos de garde aussi après la garde. Donc la journée en CTCV se passe comment? Donc le matin, il y a le staff qu'on fait avec les professeurs. Ensuite, il y aura la visite avec toutes les personnes qui sont affectées en hospitalisation. Ils vont faire la visite, soit avec des profs, soit avec des assistants. Ensuite, il y aura les consignes à faire pendant la journée. Maintenant, l'après-midi, il y a ce qu'on appelle la contre-visite, c'est-à-dire qu'on fait le tour avec l'équipe de garde pour voir ce qu'il y a lieu à faire à la garde et tout. Donc, je pense que ça aussi, c'est un peu différent des autres services parce que les autres services, quand tu es de garde, tu commences la garde le matin, 8 heures. En CTCV, non, on commence la garde à partir du moment de la contre-visite. Donc, par rapport au site de stage, donc différemment des autres services à Dakar, qui ont différents sites de stage. Donc, nous, comme la CTCV n'existe que dans un seul hôpital, on va dire. Donc, le seul site de stage, c'est l'hôpital FAN, qui est un CHU. Maintenant, exceptionnellement, dans le même hôpital, on peut avoir, par exemple, à vous envoyer en pneumologie, voilà, pour un mois ou 2 ou 3. Ça c'est vraiment en fonction de l'effectif par rapport à chaque promotion. Mais en principe, c'est le même site de stage qui ne va pas changer pendant toute la durée de formation. Voilà. Donc, je pense que c'était vraiment les points importants que je voulais aborder avec vous. J'ai essayé un peu de faire le tour. Maintenant, si on me demande de parler des avantages ou des inconvénients, personnellement, je ne veux pas m'engager dans ça. C'est-à-dire que je vous ai vraiment présenté les réalités de la spécialité, voilà, pour ne pas avoir affecté, on va dire, la décision de chacun enfin, de tout un chacun. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, c'est une spécialité qui est très prenante. Je ne dis pas que c'est pas une bonne spécialité, au contraire. Personnellement, j'aime ce que je fais. Je suis actuellement en 5e année et bientôt je pars pour un DFMS en France. Donc, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. J'ai appris beaucoup de choses dans ce service. J'ai vraiment bien évolué. C'est-à-dire que la formation, elle est très bien. On est bien encadré. On a la main. C'est-à-dire que on apprend à opérer. Et ça, il n'y a pas de souci. On apprend à gérer les patients. On apprend à gérer les complications. Et puis voilà, si on est vraiment dans le bain, comme on dit, on évolue très bien et très rapidement. Donc, s'il y a une inquiétude par rapport à est-ce que vous allez apprendre ou pas, est-ce que vous aurez la main à la fin de la spécialisation, pardon, vous aurez la main à la fin de la spécialisation. Par contre, il y a un petit point que j'ai omis de dire, c'est que sur les 6 ans, et je pense que ça, c'est une question qu'il y a beaucoup qui vont se poser la question là, c'est que sur les 6 ans, on est entre guillemets sur les 3 spécialisations, c'est-à-dire on fait de la chirurgie thoracique, on fait de la chirurgie vasculaire, essentiellement. Par contre, pour la chirurgie cardiaque, c'est une rotation, vu qu'on a un centre qu'on appelle le centre Kyomo, qui est le centre de chirurgie... Bon, à la base, c'était un centre de chirurgie pédiatrique, chirurgie cardiaque pédiatrique. Mais actuellement, c'est vraiment le centre où on fait même de la chirurgie cardiaque adulte. Maintenant, malheureusement, comme le centre est petit et qu'il y a toujours le risque infectieux qui est très élevé chez les patients de chirurgie cardiaque, donc malheureusement, l'effectif est très limité. Donc, il y a une rotation qui se fait avec tous les DES. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire plus de 6 mois dans le centre de chirurgie cardiaque. Donc, d'où mon choix personnellement d'aller faire un DFMS en France en chirurgie cardiaque afin que je puisse vraiment avancer et m'améliorer dans la spécialisation, on va dire. Donc, en termes de chirurgie thoracique et de chirurgie vasculaire, au bout de 4 ans, vous êtes vraiment calé en matière de chirurgie. Donc là, je ne parle pas du côté théorique, je parle de la pratique, c'est-à-dire d'opérer les patients.
surtout en chirurgie vasculaire, parce que les urgences, c'est vraiment, on va dire, même à 90%, ce sera des cas de chirurgie vasculaire. Donc, avoir la main en chirurgie vasculaire, c'est très rapide. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent peut-être faire la chirurgie cardiaque en particulier, je pense qu'il est vraiment impératif d'aller faire un complément en dehors du Sénégal. Maintenant, au retour, donc après acceptation du chef de service, s'il est d'accord, vous serez à ce moment-là affecté officiellement au centre de chirurgie cardiaque Piomo pour pouvoir vraiment avoir la main. Voilà, donc je pense que c'était tout pour moi. J'espère que ça a été clair, que ça n'a pas été trop long. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va laisser à nos invités l'occasion de poser les questions auxquelles on répondra tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Salma, pour cette présentation. Donc, nous allons demander aux participants de laisser leurs questions toujours dans le chat et nous les lirons à la fin lors de la session de questions-réponses. Donc, Dr Salma, votre présentation était vraiment enrichissante et on retient qu'il faut vraiment choisir la CPCV parce que c'est une passion et qu'en connaissant bien évidemment tout ce que cela implique dans notre vie, surtout la vie sociale. Donc, merci beaucoup. Nous verrons à la fin si les gens ont des questions et nous vous reviendrons par rapport à ça. Donc, nous allons passer maintenant au docteur Malik Beogo, interne des hôpitaux en chirurgie maxillofaciale, qui va nous présenter, il va me parler un peu de sa spécialité. Donc, docteur Malik. Oui, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. D'accord. Alors, merci beaucoup de m'accorder l'opportunité de pouvoir échanger avec l'ensemble des collègues. Donc, moi, je suis docteur Beogo Malik, je suis interne des hôpitaux au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo au service de stomatologie et chirurgie maxillofaciale. Alors, avec ce que mes prédécesseurs ont présenté, bon, j'avoue que je serais tenté de faire de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Et j'aimerais bien me laisser tomber ma présentation, mais quand même, j'y vais. D'abord, je voudrais saluer mes co-présentatrices. D'abord, Dr Amoussou Mylène, qui est une grande sœur qu'on accompagne, avec qui on a cheminé depuis la fac. Voilà. Et bien sûr, l'honneur de faire aussi cette présentation aux côtés du docteur Salma El Yasmi. Alors, bon, pour précision, docteur Amoussou, elle se réclame béninoise, mais nous l'avons baptisée burkinabé puisqu'elle a fait toute sa carrière, en fait, tout son cursus au Burkina Faso. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'avais fait une petite présentation, mais je pense qu'on va aller assez vite parce qu'il y a trop de choses à dire. Je serais tenté de défendre la spécialité de chirurgie maxillofaciale. Alors, à ce propos, qu'est-ce que c'est? La stomatologie et chirurgie maxillofaciale. Alors, c'est cette spécialité, elle est médico-chirurgicale qui s'occupe de toutes les affections qui concernent la bouche et la face. Et dans une certaine mesure, qui concerne également le cou. Donc, en fait, ça fait chirurgie maxillofaciale, mais d'un autre côté, il est cervico-facial. Donc, c'est une spécialité à laquelle j'ai adhéré parce que, pour parler en termes d'expérience, si je vais le dire comme ça, c'est, disons, la spécialité qui a répondu à mes critères. Alors, pourquoi je dis ça dans ce sens? C'est une spécialité qui regroupe et la médecine, et la chirurgie, et bien sûr l'odontologie. Voilà, parce que la médecine, pourquoi? Parce que la stomatologie en elle-même, il faudrait prendre en compte tout ce qui est affection générale et locale qui implique forcément la face et la bouche. Ce qui fait que, bon, on le verra dans
dans les avantages, hein. C'est une spécialité qui nécessite qu'on puisse interagir avec beaucoup d'autres spécialités. Par exemple, l'ORL, l'ophtalmo, la dermato et plein d'autres. Et le côté chirurgical également, parce que c'est une chirurgie qui s'occupe de la traumatologie, également des affections tumorales, des affections infectieuses sur lesquelles on va s'attarder, bien sûr les malformations aussi. Et comme je le disais, dans un autre cadre, on fait de l'odontologie, parce que, par exemple, au Burkina, ici, dans chaque service de chirurgie maxillofaciale, c'est en fait un département avec un service d'odontologie annexe. Alors, le nombre d'années d'études, il faut savoir que pour le Burkina Faso, c'est 4 ans d'études pour faire de la chirurgie maxillofaciale. Ailleurs, par exemple, au Canada, ça va jusqu'à 7 ans. Alors, ce contraste, en fait, c'est dû au fait qu'on n'arrive pas à tout faire au pays ici. Voilà, parce que c'est une spécialité, non seulement elle est jeune et elle est vaste. Parce que ici, on s'occupe, par exemple, de quoi? Le terme, c'est stomatologie, chirurgie maxillofaciale, chirurgie plastique réparatrice et à une certaine mesure esthétique. Donc, ça fait que, bon, on essaie de brosser un peu tout ce qui est affection qui va dans le cadre de la face, parce que, bon, il faut bien le dire, hein, tout ce qui est affection qui touche la face, c'est d'abord de l'esthétique qu'il faudrait faire. Et ça, j'aurai l'occasion de venir là-dessus pour les avantages et les inconvénients. Donc, pour les modules, bon, c'est un peu compliqué de partager les modules de la stomatologie et chirurgie maxillofaciale, parce que comme je le disais plus tôt, elle touche un peu à tout. Par exemple, ici au pays, ici, pour faire de la chirurgie maxillofaciale, en première année, vous passez 7 mois dans d'autres services, à savoir 2 mois en ORL, 2 mois en neurochirurgie, 2 mois en traumatologie, pardon, et 1 mois en ophtalmo. Du coup, c'est un peu une grande diversité qui introduit au fur et à mesure certains modules. Le DES de chirurgie maxillofaciale a été ouvert au Burkina Faso en 2015, ce qui fait que d'une année à l'autre, on a des modules complémentaires. Et récemment, on a intégré l'anesthésie et également le module de neurochirurgie. Alors, il y a aussi des modules qui accompagnent l'odontologie, par exemple la chirurgie orthodontique et également les prothèses maxillofaciales. Et descendant au niveau de l'horaire de travail, bon, je vais me permettre d'aller dans le même sens que Dr Salma. La chirurgie maxillofaciale consomme énormément de temps. Sinon, si je puis me permettre, c'est l'une des spécialités qui prend le plus de temps au bloc opératoire. Et le bloc le plus simple, le plus court est de 4 heures. Ce qui fait que lorsque nous avons des blocs en commun avec d'autres services comme la neurochirurgie ou la traumatologie, bon, les gens ne sont pas vraiment égayés parce que vous allez prendre du temps. Et le record qu'on a déjà fait ici, bon, en matière de chirurgie plastique ici, c'était une intervention de 9 heures qui s'est étalée de 8 heures à 17 heures, en fait. Donc, ça, en même temps, j'anticipe sur les inconvénients de la spécialité. Alors, donc, en descendant directement sur les avantages, précédemment, je disais que c'est une spécialité, elle est un peu universelle. Si je peux me vanter de le dire, hein, c'est une spécialité générale. Parce que, comme je l'ai dit, on fait de la chirurgie avec les neurochirurgiens, les reconstructions crâniales, les levées d'embarrure et tout ça, on les fait avec les neurochirurgiens. La chirurgie orbitaire, les tumeurs et tout ce qui est affection orbitaire, c'est encore la stomatologie et chirurgie maxillofaciale qui s'occupe de cela. Et également, la chirurgie cervicale haute,
c'est-à-dire tout ce qui est affection faciale qui va dans le sens de la chirurgie, qui va dans le sens des lésions cervicales. Ça s'accompagne presque toujours. Du coup, on est presque à cheval entre ces différentes spécialités. Et moi, je trouve que c'est un véritable avantage qui, en fait, a guidé mes choix. Parce que après l'admission au concours d'internat, j'avoue que je pensais que c'était assez facile de décider de la spécialité qu'on voudrait faire. Parce que pour ma part, j'étais vraiment égayé d'avoir le contact avec les gens à l'hôpital. Donc, c'était un peu compliqué de voir quelle spécialité j'allais prendre parce que ça allait me limiter. Du coup, bon, j'ai procédé par élimination en commençant par les spécialités, bon, les départements. Je ne voulais pas faire de la gynécologie, je ne voulais pas faire de la médecine, encore moins, bon, pas encore moins pour dégrader, je ne voulais pas faire également de la pédiatrie parce que, bon, je pense que pour moi, je veux beaucoup m'ennuyer. Je préfère aller directement sur les lésions à attaquer, si on va dire comme ça. Et au sein même du département de chirurgie, il fallait aussi procéder par élimination. Je ne veux pas faire de la chirurgie générale parce que, bon, pas pour dégrader, hein. Pour moi, ça risque de devenir de la routine. Je ne voudrais pas faire de la traumatologie et également la neurochirurgie. Bon, si je dis la neurochirurgie, parce que, comme je l'ai dit, j'aime vraiment le contact avec les gens. Ce qui fait que j'aimerais avoir, comment dire, j'aimerais avoir un résultat immédiat, voilà, et lorsque je fais, en fait, un geste sur un patient. Donc, par élimination, je suis arrivé, en fait, à une spécialité dont je n'avais jamais entendu parler. Bon, jamais, je n'avais pas vraiment d'informations là-dessus. Je parle de la chirurgie maxillofaciale. Bon, ce qui m'a amené en fait à poser beaucoup de questions, à voir les chirurgiens qui sont là dans ce domaine, voilà. Et bien sûr, je ne sais pas si c'est par influence, mais j'ai été vraiment convaincu parce que là, ça limitait un peu, je vais dire ça, mon désarroi de devoir m'orienter en médecine, en chirurgie ou autre chose. Du coup, c'était l'ensemble de faire de la médecine, de la chirurgie et en même temps de l'odontologie. Donc, c'est un peu l'avantage de cette spécialité. Et autre chose, il faut comprendre que c'est presque une spécialité de compassion. Bon, pas dans le sens des rémunérations, parce que quand on prend par exemple notre service, surtout en milieu subsaharien, la plupart des patients qui viennent en consultation en chirurgie faciale, ce sont des patients qui manquent de moyens. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait qu'on est obligé de trouver des stratégies qui permettent en fait de soulager la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soulagement, il est immédiat. Je prends par exemple la question des cellulites cervico-faciales. Les cellulites cervico-faciales, par exemple, c'est on va dire, c'est presque une pathologie qui est inhérente à la chirurgie maxillofaciale. Parce que c'est tout le temps, en fait, le motif de consultation, sinon même à 60% des consultations dans notre service. Et vous voyez des patients qui ont essayé de faire un traitement, comment on dit ça? Ils ont essayé de faire une automédication qui n'a pas marché. C'est-à-dire, notion de prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens sans couverture antibiotique. Du coup, ils passent d'une infection dentaire qui n'arrivait déjà pas à prendre en charge à une cellulite qui va devenir vraiment coûteuse. Et dans ça, l'un des avantages de la chirurgie maxillofaciale, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut réaliser en fait sous anesthésie locale. Bon, je suis sûr que la chirurgie cardiovasculaire sous anesthésie locale, c'est une autre histoire. Bon, et également la chirurgie pédiatrique, c'est pas pour dénigrer, c'est juste pour la parenthèse, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment, c'est une énergie positive lorsque tu vois un patient qui n'a pas du tout les moyens et qui a son pronostic vital, qui est engagé, mais vous trouvez les moyens de le prendre en charge et le lendemain, ça va. Il a une très bonne mine et une très bonne évolution. Il en découle en fait une certaine satisfaction qui fait que lorsque tu rentres chez toi, tu es vraiment content. Et dans la même lancée, c'est une spécialité qui ne trie pas les âges, depuis les nouveau-nés jusqu'aux personnes âgées.
Les nouveaux-nés, beaucoup plus pour les malformations, et c'est les fentes, labiopalatines et tout ce qui va avec malformations cervico-faciales, jusqu'aux personnes âgées qui développent les tumeurs. Et ça, sur la question, par exemple, des tumeurs, vous savez, dans notre contexte, les gens s'élèvent avec des tumeurs géantes, de telle sorte que, en fait, la prise en charge, ça relève de la magie. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait que vous avez le contact avec énormément de gens, quoique, bon, ça épuise un peu sur le plan des activités. Et bon, pour aller très vite sur la formation en elle-même, alors, je me permettrai de dire que la formation au Burkina Faso, elle n'est pas la meilleure, mais c'est un lapsus, elle est en tête de liste. Parce qu'en réalité, le Burkina Faso, en matière de stomatologie et chirurgie maxillofaciale, il est en tête de classement. Voilà, parce que quand vous prenez toute la sous-région, il y a très peu de pays qui font de la maxillo, en dehors de la Côte d'Ivoire et également du Sénégal, le Togo également et aussi le Bénin. Mais lorsque vous prenez en fait le nombre de chirurgiens maxillo-faciaux là-bas, bon, ça se compte au bout des doigts. La chirurgie, par exemple, au Burkina ici, on était en 2015 à environ 8 maxillo. Et au jour d'aujourd'hui, 2025, nous sommes au-delà de 35 à 40 chirurgiens maxillo-faciaux. Ce qui fait qu'il y a vraiment en fait de l'engouement. Les gens, on ne connaît pas la spécialité, mais lorsque on a affaire à la spécialité elle-même, on finit par vraiment se faire adopter. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, un des gros inconvénients, hein, comme je le disais auparavant, c'est une spécialité, elle est très jeune. Ce qui fait qu'il y a une course contre la montre, si je veux dire ça, une compétition internationale qui est là. D'un pays à l'autre, bon, ce serait difficile de faire les stages. Par exemple, notre promotion, bon, dans le service ici, on a plusieurs nationalités. Il y a des Béninois, des Togolais, des Tchadiens, des Nigériens. Parce que bon, on va dire c'est l'œil du cyclone. Mais je ne vole pas la vedette. Hein. La chirurgie maxillofaciale, elle a commencé d'abord en Côte d'Ivoire. La plupart de nos patrons s'est formés là-bas avant de venir la développer ici. Donc, ça fait que pour le DFMS, par exemple, il est très compliqué de pouvoir obtenir un stage à l'étranger. Bon, un stage rémunéré, si je veux dire, à l'étranger en matière de chirurgie maxillofaciale. Et je pense que la plupart, le nombre de postes qui est demandé en chirurgie maxillofaciale, ça ne dépasse pas 5. Pourtant, quand vous prenez des spécialités comme la psychiatrie et autres, ça demande 70 et tout ça. Du coup, bon, c'est un peu limite de pouvoir faire de la chirurgie maxillofaciale ailleurs. Et un autre avantage que j'ai oublié, ça nécessite du matériel spécifique, mais c'est du matériel qui peut être transporté, par exemple, dans le coffre d'une voiture. C'est en fait pour dire, c'est une chirurgie, elle est très minutieuse. Voilà, elle est très minutieuse, elle a besoin de dextérité, si je veux dire, la tête même de la dextérité, c'est la face et toute action sur la face, en fait, bon, vous convenez avec moi que ça a une répercussion sociale, psychosociale pour les individus. Donc, c'est un peu ça. Et un des gros avantages pour la chirurgie maxillofaciale, ça c'est bon, je vais dire, c'est presque une blague, hein, c'est que les chirurgiens maxillofaciaux, lorsqu'on les demande dans un service, que ce soit le DDS jusqu'au chirurgien titulaire, lorsqu'il donne son avis, ben, il n'y a pas de contradiction parce que c'est une chirurgie, on va dire presque mystérieuse. Vous opérez, mais on ne voit pas on voit presque pas de lésions cicatricielles sur le visage. On se demande, bon, comment est-ce qu'on procède, quoi. Voilà. Bon, je pense que pour un peu organiser mes propos, je vais juste laisser dans la partie des questions pour essayer de donner plus de précision sur la chose. Voilà, donc, bon, pour le choix de la spécialité elle-même, la chirurgie maxillofaciale, c'est une chirurgie d'avenir. Voilà.
voilà, c'est une chirurgie d'avenir parce que peu de pays on peut pas dire qu'on est vraiment en retard sur la chirurgie maxillofaciale. Et il y a vraiment beaucoup de pays qui réclament des chirurgiens maxillofaciaux pour l'exercice. Et ça aussi, je ne parle pas du contexte hospitalo-universitaire. Donc, je pense que je vais me limiter à ça. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, je vais m'arrêter ici et bon, je serai ouvert aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Mali, pour cette présentation très enrichissante également. Nous allons essayer de passer à la phase de questions-réponses. Donc, dans le chat, nous avons quelques questions concernant la chirurgie de façon générale. Donc, comment surpasser les difficultés du début? Par exemple, l'abord du patient pour la première fois au bloc opératoire, car ce n'est plus une théorie, mais plutôt une pratique sur un être humain. Donc, je pense que la question s'adresse à toutes les trois spécialités. Nous allons commencer par Dr. Melen. Donc, si vous pouvez répondre à la question. Bien sûr. D'accord. Je pense que quand même c'est une question générale et je pense que la question est pertinente parce que ça nous permet, c'est vrai que chacun s'est engagé directement sur sa spécialisation, mais on a oublié de faire un point de généralité sur tout ce qui est spécialité chirurgicale. Bon, avant d'aller directement à la question, j'aimerais quand même revenir de façon, je vais dire, ramassée sur la chirurgie générale, de façon générale, tout ce qui est chirurgie générale. Je pense que pour entamer une carrière de chirurgie générale, quand même, il faut quand même avoir de permettre, en fait, soi-même se donner une rigueur, de développer un socle de base solide quand même, hein, que je vais essayer de regrouper en 3 volets. Pour être chirurgien, je pense qu'il nous faut d'abord des bases scientifiques et médicales. C'est pas parce que tu es chirurgien que tu opères que tu n'es plus clinicien. C'est parce que tu as posé un diagnostic que tu peux dire que tu es en train de poser une indication opératoire. C'est quand on diagnostique une pathologie qu'on peut en poser une indication opératoire. Donc, c'est pas parce que tu es chirurgien que tu vas te dire que non, moi, je ne fais qu'opérer. Mais non, il faut pouvoir justement faire la différence entre ce qui est pathologie chirurgicale et pathologie médicale. Mais si tu ne sais pas faire cette différence-là, c'est que tu vas opérer tout et rien. Donc, c'est pour dire un peu, quoi. Donc, je pense que quand même, il faut pouvoir faire des diagnostics, poser des diagnostics clairs et des indications opératoires. Donc, les premières bases seront donc les bases scientifiques et médicales. Donc, il faudrait pouvoir maîtriser son anatomie. Pour tout chirurgien, il doit maîtriser l'anatomie, tout ce qui est physiopathologie et avoir quand même un minimum en imagerie. C'est-à-dire que on vous demande pas forcément d'être des spécialistes en imagerie, mais quand même pouvoir interpréter un scanner, pouvoir avec quelques photographies de déco, pouvoir les interpréter. Ça, c'est important pour rester indépendant justement dans les diagnostics qui sont posés. Deuxièmement, je dirais, ce seraient des bases techniques que tout un chirurgien devrait avoir. C'est-à-dire, ça va regrouper tout ce qui sera habileté manuelle, coordination œil-main. Mais rassurez-vous, ça se travaille. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui est forcément inné. Il y a des chirurgiens qui sont tout faits, tout nés. Non, pas du tout. Ça se travaille. C'est au fur et à mesure que vous allez acquérir justement cette coordination-là. Donc, il faut également dans ce grand groupe de base technique, ce sera aussi la connaissance du matériel chirurgical, hein, parce qu'au bloc, tu vas pas dire, je veux le truc en fer là, je veux, s'il te plaît, donne-moi ceci. Non, chaque chose a son nom. C'est très, très important de connaître justement chaque pince, chaque instrument doit avoir un nom et il faut les connaître justement, les fils, justement, c'est-à-dire maîtriser le vocabulaire chirurgical d'une certaine manière. En bloc opératoire, pouvoir maîtriser ce vocabulaire. Donc, dans toujours cette base technique, il faut une endurance physique et mentale. Parce que comme Dr Burgo l'a dit, les opérations peuvent être longues. Et pendant ces opérations, elles sont longues et il faut pouvoir rester concentré tout au long et stable. Parce que c'est une vie qu'on a entre les mains. Donc, quand même, peu importe le temps de l'intervention, il faut pouvoir rester concentré tout au long. Donc, je pense qu'il faut cette base aussi d'endurance. Je vais peut-être donner un 3e groupe de bases. Ce sera les bases, je dirais, humaines et comportementales. Ce sera peut-être la gestion du stress, savoir travailler en équipe. Ça c'est très, très, très important.
Parce que moi, je dis souvent, un chirurgien, par exemple, sans anesthésiste, réanimateur, n'est rien. Tu peux te dire, tu peux être le plus grand chirurgien au monde. Peut-être pour les autres spécialités, c'est facile. Peut-être des docteurs bureau qui font beaucoup de choses à la locale. Mais pour nous autres, c'est difficile. Si tu n'as pas quelqu'un qui endort ton enfant, et justement, encore qu'il nous faut quelqu'un qui est là, je veux dire, qui connaissent, qui maîtrisent la spécificité de l'enfant. Tout le monde ne s'engage pas justement avec les enfants. Donc, un anesthésiste réanimateur compétent, il te faut ça. C'est la paire gagnante. Un chirurgien, je dirais, seul comme ça ne peut aller vite, mais n'ira pas loin. Donc, apprendre à collaborer, c'est très important pour un chirurgien. On n'est pas des personnes isolées. C'est pas quelque chose que tu vas aller te cacher dans ton trou et puis exercer. Non, tu as besoin de collaborer. Donc, il faut avoir ce sens de la communication, ce savoir-être, ce savoir-vivre. Par ailleurs, je vais dire qu'il faut aussi le sens éthique et de la responsabilité. Parce que quand tu poses ton diagnostic, tu poses ton indication opératoire et que tu décides justement d'opérer quelqu'un, il faut savoir que ça implique un engagement qui est fort, non seulement envers le patient, mais également envers sa famille. Donc, il faut également à cela ajouter justement cette empathie-là et avoir vraiment, comme je dis, vraiment un sens aigu de la communication. Maintenant, pour revenir à la question, c'était qui avait posé la question? C'est docteur Idriss Bichara. Voilà, pour revenir à la question, c'est de savoir comment aborder le patient pour sa première fois au bloc opératoire. Voilà. Ce que moi j'ai à dire, c'est que ne vous sentez pas seul. Ne pensez pas que c'est des vies humaines et tout le monde en a conscience. Donc, on ne va pas vous jeter en pâture comme ça. Allez, vas-y, découpe ou montre-nous ce que tu sais faire. Non, pas du tout. Vous serez accompagné. De toute façon, vous serez accompagné. Tous vos gestes seront suivis et guidés. Vous ne serez pas seul. En tout cas, pour mon expérience, je n'ai jamais été seule. Donc, je me dis que vous ne le serez pas. Justement, et ça revient encore sur le sens du savoir-être, parce que vous avez des aînés. Ce seront vos plus proches collaborateurs, ce seront vos premiers enseignants avant même, je vais dire, la supervision de tout ce qu'on aura comme professeur et tout ça. La collaboration doit être étroite avec vos aînés. Donc, il doit y avoir ce respect mutuel que vous devez avoir. C'est eux vos référents, vos plus proches référents. Donc, il faudra justement essayer de tisser des liens d'amitié vraiment avec vos aînés. Moi, j'ai beaucoup appris avec mes aînés. Je dirais que j'ai beaucoup plus appris avec les aînés qu'avec même les encadreurs désignés. Donc, il faut cette relation-là. Donc, pour moi, vous ne serez pas seul. Pour aborder ce patient, c'est déjà de se dire, je ne suis pas seul. Donc, je pense que c'est déjà important. Puis, de savoir que je comprends que ce n'est pas forcément facile, mais si vous êtes habitué, par exemple, au sang, vous n'êtes pas obligé d'aller vous jeter en pâture, justement. Vous pouvez commencer d'abord à aller en tant qu'observateur. Ça, c'est possible. Vous partez au bloc en tant qu'observateur. Vous montez en tant qu'aide d'abord, opérateur. Vous voyez comment les choses sont faites. Vous passez les instruments, vous apprenez les instruments. Et petit à petit, maintenant, vous pouvez demander, j'ai maîtrisé un peu, j'ai vu assez faire par exemple une appendicectomie, est-ce que je pourrais inciser? Et oui, pourquoi pas, on vous laisse et tout en vous guidant pas à pas, justement, on vous regarde faire et puis vous faites. Mais vous n'allez pas vous lancer, justement, voilà encore un autre point, désolée d'être longue, c'est l'orgueil, l'ego. Je pense que pour toute personne qui veut aller loin, je pense qu'il faut s'armer d'humilité. Savoir dire, je ne sais pas faire. Quand on te met au devant, si tu ne l'as jamais fait un geste opératoire, pouvoir dire, ça, je ne sais pas faire, je n'ai pas vu le faire. Ça ne diminue rien en personne. Donc, je pense que c'est ça. Et comme je dis, vous ne serez pas seul. Donc, vous pouvez peut-être, déjà pour vous habituer, vous pouvez faire les petits parages à la locale. Si vous avez des petites plaies, vous pouvez apprendre justement à faire sur ces petites plaies-là, si c'est des petites lésions-là, avant peut-être de vous engager dans un bloc opératoire pour proprement dire. Par ailleurs, également, il y a aussi les petits mannequins de formation pour apprendre les petites sutures, les intradermiques. C'est en tout cas pour justement être habile des mains. Ça, c'est un travail qui peut se faire personnellement chez soi à la maison. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour répondre à cette question. Merci à vous. Merci, docteur Mélène. Par rapport à la question aujourd'hui du docteur Idriss Bichara Lougouma, par rapport à comment surpasser les difficultés de début, si le docteur Salma a d'autres choses à rajouter. Donc, je pense que docteur Mélène a fait le tour de la question.
Donc, effectivement, ce qui est important pour pouvoir surpasser les difficultés du début, surtout au bloc opératoire, c'est de maîtriser d'abord ce qu'on fait. C'est-à-dire maîtriser non seulement le patient, c'est-à-dire l'anatomie de façon générale, mais aussi de maîtriser le patient sur lequel on s'habille. Donc, le patient qu'on opère au bloc opératoire, il faut le connaître par cœur. D'accord. Donc, autre chose, c'est de connaître, comme elle a dit, de connaître vraiment tout le matériel avec lequel le chirurgien va travailler afin de pouvoir l'aider. Parce qu'effectivement, on ne peut pas venir le premier jour, en première année, et te dire, bon, on va opérer le patient. Ça n'existe nulle part. En tout cas, je ne pense pas que ça existe quelque part. Ce qui est sûr, ça n'existe pas en CTCV. Donc, déjà, en CTCV, c'est au bout de 6 mois qu'on va te mettre au bloc opératoire. Donc, pour les programmes réglés. Maintenant, pour les urgences, tu peux opérer vraiment dès ton premier mois, quoi. Enfin, quand je dis opérer, ça veut dire être l'aide opératoire. Donc, voilà. Il y a une chose que beaucoup de gens négligent, en fait, c'est l'observation. Et c'est ce que Dr Melaine a dit. Donc ça, je vais parler d'une expérience personnelle. Quand j'étais en première année, donc je n'étais pas forcément tout de suite au bloc opératoire, mais ce que je faisais, c'est que les soirs, quand on finissait tout et qu'il y avait des urgences, j'allais au bloc juste pour regarder. Et ça, il y a beaucoup de gens, en fait, qui négligent le fait d'observer au bloc opératoire. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, c'est là où j'ai vraiment appris l'instrumentation, j'ai appris à connaître les fils, j'ai appris à savoir c'est quel fil on utilise pour quelle artère, c'est quel fil on met sur la veine, c'est quand on ligature, c'est quand on répare, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Donc, ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est normal d'avoir peur au début. Ça, il faut vraiment normaliser la chose. On a tous eu peur. Moi, mes premiers blocs opératoires, je me rappelle, j'avais le cœur qui battait à fond parce que voilà, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, à quel moment, comment le faire. Et puis voilà, on opère avec des personnes différentes, avec des caractères différents, la personne peut s'énerver contre toi, ça peut saigner, donc la personne va paniquer, elle va crier sur toi. Donc, il faut se dire que c'est tout à fait normal d'avoir peur, c'est tout à fait normal de ne pas savoir. Et comme a dit le docteur Melaine, c'est tout à fait normal de dire je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai jamais vu faire. Donc, personnellement, je suis en début de 5e année et ça m'arrive, si on me demande de faire quelque chose que je ne connais pas ou que je n'ai jamais fait, ben je le dis et il n'y a vraiment aucun mal à le dire. Donc ça, c'est vraiment connaître ses limites. Un bon chirurgien doit connaître ses limites. Quelque chose que je peux faire, je peux le faire. Quelque chose où j'ai besoin d'être assistée, il faut dire que j'ai besoin qu'on m'assiste. Et comme elle a dit, il y a toujours des seniors qui sont là pour nous apprendre, pour nous guider. Donc, il y a toujours quelqu'un pour nous. Voilà. Donc, et puis, propre rythme. Ce n'est pas parce que X a su faire ça en 2 mois que moi, ça fait 6 mois, je n'arrive pas à le faire, qu'il y a un problème. Non. Chacun a son propre rythme et il faut y aller et suivre son propre rythme. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Salma. Donc, nous allons aller rapidement. Dr Maïs, si vous voulez apporter d'autres éléments de réponse à cette question. Ok, merci beaucoup. Avec votre permission, je vais essayer de juste vous montrer un petit truc là que j'avais préparé. Alors, donc, pour en fait aller directement à la réponse à cette question, je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Alors, donc, en fait, c'était pour vous dire que concernant cette question de surpasser, comment on appelle ça, les difficultés du début. Alors, il faut comprendre que je parle du premier point. D'abord, est-ce que ce que vous voulez faire, c'est une passion, vous avez un centre d'intérêt là-dessus, et également, est-ce que vous avez l'aptitude et les compétences pour le faire? Alors, quand je parle d'aptitude et de compétences, c'est dans le sens que, par exemple, en 4e année, la première fois que j'ai mis pied en traumatologie, c'était avec une camarade. Et malheureusement, elle, en fait, elle a senti un malaise. Voilà, on lui avait demandé pourquoi. Elle dit que, bon, elle ne supporte pas, en fait, le sang. Est-ce que vous voyez? Du coup, quand vous faites un choix, ou du moins, lorsque vous êtes orienté à chirurgie, alors que vous n'avez pas, en fait, cette aptitude de supporter, bon, ça devient un peu compliqué.
Et ce n'est pas un problème en réalité, parce que j'ai même mon frère qui fait de la médecine qui ne veut pas faire de la chirurgie parce que, bon, en fait, ça ne le passionne pas de faire enfin, d'avoir le contact avec le sang. Et en même temps, il faudrait, bon, ne pas faire cette erreur de se donner un schéma, euh, de quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire, comme l'a dit Dr Salma, en réalité, c'est normal d'avoir peur au début. On aura toujours des difficultés. Ça va dépendre des individus. Mais il faudrait toujours avoir cet état d'esprit où vous serez toujours accompagné par quelqu'un. Vous n'allez jamais faire quelque chose de votre plein gré, sauf s'il y a quelqu'un qui vous accompagne. Et cela, c'est au fur et à mesure que vous allez multiplier les gestes que tout passe. Parce que si je dis cela, la première fois que j'ai touché à un patient, et ça c'était même pas au bloc, hein, la première fois que j'ai touché à un patient au fauteuil, c'était pour faire une réparation d'une plaie faciale, j'ai juste eu une artère labiale qui a saigné et j'ai failli fuir et laisser le malade. Bon, en fait, c'est pour dire que c'est quand tu as une idée arrêtée d'une chose, bon, automatiquement ça te fait peur. Et au fur et à mesure, j'ai passé presque toute la première année, et j'ai pas mis le pied au bloc. Rien qu'à maîtriser tout ce qui est geste au fauteuil avant d'aller au bloc. Et quand tu pars au bloc, je rejoins encore ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est l'observation, la multiplicité de l'observation fait que c'est comme si en fait tu étais déjà dans le jeu. Mon patron, il le dit, dans les livres, ça ne saigne pas. Même si tu as lu tous les livres d'anatomie, les techniques chirurgicales qu'il y a, tant que tu n'as pas observé, en fait, ça va être toujours stressant pour toi. Est-ce que vous voyez? Et à la longue, ça deviendra, en fait, comme on le dit, hein, la meilleure technique, c'est ce que les chirurgiens maîtrisent. Si, en fait, moi, je fais mes sutures avec la main droite et que mon patron, il fait sa suture avec la main droite, moi, je vais faire mes sutures avec la main gauche. Et lui, il dit, la meilleure technique, c'est celle que les chirurgiens maîtrisent. Et spécialement pour la chirurgie maxillofaciale, c'est comme je le dis, hein, on fait également des gestes au fauteuil, énormément de gestes, sinon même 30% des gestes au fauteuil. Ça permet en fait de pouvoir se familiariser à l'exercice. Du coup, au bloc, bon, ça devient plus facile. Et également, comme on l'a dit précédemment, hein, c'est une équipe qui travaille. Les aides, ils sont là. Et également, c'est une équipe. Par exemple, chez nous, c'est au minimum 3 personnes pour la chirurgie. Bon, tu ne sens pas que tu es toujours avec toi. Bon, ça va quoi. Donc, c'est un peu ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci beaucoup, Dr. Derogo. Nous allons passer à la deuxième question, mais nous allons essayer d'aller rapidement. La deuxième question qui est adressée au docteur Meden, elle dit que c'est M. Rachid Liga qui demande, j'aimerais savoir quel type de pathologie cardio-pulmonaire, malformative, traumatologique, etc. et sont les plus récurrents dans la pratique courante en chirurgie pédiatrique au Burkina Faso. D'accord. Merci Rachid pour la question. La chirurgie pédiatrique, elle est passionnante. Ce que je peux vous répondre d'abord, c'est de savoir qu'aucune journée ne va ressembler à une autre. C'est-à-dire que tu peux intervenir le matin sur une malformation néonatale, gérer une urgence de traumatisme l'après-midi, opérer une tumeur le lendemain. Vous voyez, donc c'est vraiment vaste. Donc, pour dire, hein, la chirurgie pédiatrique, retenez peut-être que c'est tout ce qui sera pathologie malformative, tout et tout, dont on va s'occuper. Mais en fait, nous, on va dire qu'on fait tout, sauf la tête et le cœur. On va dire ça comme ça. Donc, on va laisser l'espace au docteur Salma de faire leurs choses. On va laisser la place aux neurochirurgiens aussi de faire leurs choses. Donc, nous, on va dire, on fait tout chez l'enfant de 0 à 14-15 ans, sauf la tête, la colonne vertébrale et le cœur. Bon, enfin, colonne vertébrale, on s'en occupe aussi sur certaines pathologies, mais bon, voilà. Et le cœur, et les vaisseaux, donc on touche pas à ça.
Voilà. Tout comme vous dites, type de pathologie cardio-pulmonaire, donc on ne fait pas dans la cardio-pulmonaire. Pulmonaire, oui, peut-être il y a des notions de traumatisme pulmonaire, d'accord, mais on va pas aller travailler sur un poumon. Traumatologique, oui, il y a beaucoup parce que tout ce qui sera fracture, on va faire ça. Tout ce qui sera déformation, tout ce qui sera genou valgum, genou varum, en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit séquelaire ou pas, justement, on s'en occupe. Maintenant, quand vous dites le plus récurrent dans la pratique courante au Burkina Faso, franchement, comme je vous dis, il y a du tout, il y a vraiment du tout. Je ne peux pas vous dire qu'on fait plus ceci, plus cela. Honnêtement, non. On touche à tout. C'est du nouveau-né, tu auras ton bébé le matin ou tu es en train d'opérer une atrésie, par exemple, de l'œsophage le matin. Juste après ça, tu finis, tu es peut-être en train de faire une appendicite à côté. Après, tu as peut-être un bloqué programmé pour une hypospadia ou bien une lithiase vésicale. Vous voyez? C'est vraiment vaste. Je peux pas vous dire qu'il y a tel domaine où on a beaucoup plus de cas. Honnêtement, c'est vraiment varié. C'est ce que j'aime au Burkina Faso. C'est vraiment, vraiment, vraiment varié comme pathologie. Maintenant, j'avais oublié un point important à ça, désolé. C'est que, bon, pour résumer tout ce qu'on fait en chirurgie pédiatrique, donc ce sera tout ce qui sera néonatal, tout ce qui sera malformatif, tout ce qui sera pathologie viscérale, pathologie, traumatologie, orthopédie. Et le plus important, la plastie. J'avais oublié ce point-là. Donc, on fait aussi de la chirurgie plastique en chirurgie pédiatrique. Ce sera peut-être les séquelles de brûlure ou peut-être même les plastiques dans les fentes labio-palatines, on s'en occupe également. Donc voilà, c'est vraiment vaste. L'avantage aussi avec la chirurgie pédiatrique, c'est que c'est une chirurgie qui sera dynamique, comme je dis, parce que tu fais un peu de tout. Mais plus tard, justement, tu peux t'intéresser à quelque chose et te sous-spécialiser. Ne voyez pas de grandes choses, mais tu peux te faire un diplôme universitaire, un DU, peut-être en neurologie pédiatrique, et tu sais que tu ne t'occupes que de ça, tu fais les autres, mais tu es plus spécialiste en ça. Voilà, donc il y a encore des choses à faire. Donc voilà un peu pour répondre à la question. J'espère que vous êtes satisfait par la réponse. Sinon, n'hésitez pas justement à demander plus. Merci beaucoup, Dr. Mehen. Ça se sent que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Merci pour votre élément de réponse. Donc, la question suivante, elle s'adresse à Dr. Salma. C'est une question de Nouria Cissé. Elle demande à savoir est-ce qu'une femme en DES de CPCV peut envisager la maternité ou bien elle n'a pas le droit au mariage, pas d'enfant au cours de cette spécialité. Alors, merci pour la question. Bon, j'arrive pas à lire le nom de la dame. Alors, Nouria Cissé. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, c'est une question assez délicate et assez personnelle, on va dire. Parce que, bon, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui puisse donner le droit à quelqu'un de se marier ou avoir des enfants. Ça, c'est un choix personnel. Maintenant, peut-être la question, c'est par rapport aux réalités de la spécialité, donc comme je l'ai cité tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut noter, déjà avant de répondre à la question, c'est que pour les DES au Sénégal, bon, je vais parler du Sénégal vu que je suis là, maintenant je ne sais pas pour les autres pays. Donc, pour les DES au Sénégal, il n'y a pas vraiment de loi qui donne le congé maternité aux femmes après l'accouchement. Donc, maintenant, ça reste vraiment chaque service, comment il gère la situation. C'est-à-dire qu'il y a des DS qui tombent enceintes. Donc, je vais parler là où je vais parler de la CTCV. Il y a des DS qui sont tombées enceintes et qui ont eu droit au congé maternité. Mais officiellement, par rapport à la loi sénégalaise, pour les DS, il n'y a pas de congé de maternité. Donc vraiment, ça sera un truc entre toi et le chef de service. Et puis voilà, ça sera une sorte de discussion et puis vous allez vous mettre d'accord. Maintenant, c'est vrai que quand on voit un peu le rythme de vie que nous impose la spécialisation, il y a toujours cette peur d'avoir des enfants que je peux comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de femmes qui ont eu des enfants pendant la spécialité. Mais ça aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, si tu as ta famille qui est à côté, je pense qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y aura de l'aide et tout.
Donc maintenant, si tu dois te retrouver toute seule avec un enfant, bon, je sais pas. En tout cas, personnellement, j'ai pas d'enfant, mais voilà. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Je dirais juste que ça serait vraiment extrêmement difficile d'avoir un enfant seul avec le rythme de la spécialité. Parce que tu pourras faire par exemple une garde, tu finiras le lendemain ta garde, puis tu vas continuer ta journée jusqu'à 17h. Donc c'est vraiment compliqué et complexe comme question. Donc bon, je sais pas, j'espère vraiment que j'ai pu t'aider. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu leurs enfants pendant la CPCV, donc ce n'est pas impossible, mais c'est des personnes qui vraiment avaient de l'aide à côté. Donc j'insiste sur ça. Voilà. Maintenant, le choix du mariage et d'avoir des enfants, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Et, et puis voilà, bon, j'espère que ma réponse a pu t'aider. Merci. Merci beaucoup, Dr. Salma. C'est vrai que la question est assez complexe quand même, mais merci pour votre élément de réponse. La question suivante s'adresse au Dr. Deogo. C'est une question de M. Rachid. Donc, il aimerait savoir quelle est votre relation en tant que chirurgien maxillofacial, donc votre relation avec les chirurgiens dentistes, qui sont eux aussi formés pour prendre en charge des pathologies parodontales. Travaillez-vous ensemble au bloc? Et est-ce qu'il existe une hiérarchisation de la prise en charge entre vos deux spécialités? D'accord, merci Dr. Rachid pour sa question. Alors, donc, bon, il faut savoir que même, c'est juste tout récemment que beaucoup de médecins au sein même de notre hôpital sont parvenus à faire la différence entre la chirurgie dentaire et la chirurgie maxillofaciale. Sinon, à la base, on nous confondait bien sûr au dentiste. Mais il est difficile de faire de la chirurgie maxillofaciale sans avoir un département d'odontologie à côté. Voilà. Et notre relation, elle est, en fait, c'est une certaine transition. Parce que lorsque vous prenez l'exemple de la chirurgie dentaire, les lésions parodontales qu'elle prend en charge, ce ne sont pas les mêmes que les nôtres. Parce que lorsqu'on parle de lésions parodontales chez nous, il s'agit la plupart du temps d'infections dans le sens de cellulite et également de lésions tumorales. Voilà. En dehors de ça, bon, on ne prend pas en charge les lésions parodontales, je vais dire minimes, quoi, comme l'odontologie. Et également, le point commun, c'est par exemple les accidents d'évolution des dents de sagesse. Bon, il faut le dire, la stomatologie, c'est dans la bouche, l'odontologie se fait dans la bouche. Du coup, bon, c'est comme si c'était la même chose qu'on faisait. Par contre, il y a des nuances. Les accidents d'évolution des dents de sagesse dont je parle, il arrive des fois où on est face à des dents incluses qui sont dans le maxillaire ou dans la mandibule. La chirurgie dentaire peut le faire, mais lorsque ça devient une chirurgie qui va devenir lourde, bon, on passe d'une anesthésie locale à une anesthésie générale. Le patient, il est transité de la chirurgie dentaire en fait à la chirurgie maxillofaciale. Ça, c'est dans le sens allant de l'odontologie vers la chirurgie maxillofaciale. Et également, il faut comprendre que, comme je l'avais dit auparavant, les cellulites, les infections loco-régionales, cellulito-faciales, ça provient d'une infection dentaire qui a été mal traitée ou alors qui a été secondaire à une automédication. Du coup, on passe d'un abcès dentaire à une cellulite cellulito-faciale. Là aussi, c'est une transition de l'odontologie vers la chirurgie maxillofaciale. Par ailleurs, l'orthodontie, ça, c'est une chirurgie un peu, on va dire, c'est une chirurgie presque esthétique, mais elle ne peut pas se faire sans odontologiste, c'est-à-dire chirurgien dentiste, parce que l'orthodontie même, c'est une spécialité de la chirurgie dentaire qui va consister en fait à faire des ostéotomies sur le maxillaire et la mandibule pour faire un réalignement. Bon, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas vraiment de spécialistes au Burkina, ce qui fait que bon, on arrive au point où on est obligé de faire de la chirurgie qui tient compte de l'odontologie.
Bon, d'un autre côté, les lésions linguales. Pour un enfant en bas âge, disons un nouveau-né, alors dans son évolution, il faut savoir que le développement dentaire est corrélé en fait au développement lingual. Ce qui fait que toute lésion linguale qui sera prise par la chirurgie maxillofaciale devra être en fait tenir compte du développement dentaire. On est obligé en ce moment d'avoir une concertation avec l'odontologie pour pouvoir tracer une stratégie de prise en charge. C'est la même chose pour les fentes de la vue palatine. Par ailleurs, pour les lésions tumorales, on est dans des cas où on va faire des maxillectomies. Les maxillectomies, on va prendre une partie de l'arcade dentaire, par exemple, de la mandibule. Bien sûr, il faudrait faire une reconstruction après. Et cette reconstruction avec prothèse dentaire, bon, il faut d'abord consulter les odontologues avant de pouvoir faire le geste chirurgical et le traitement fonctionnel. Et il nous arrive de faire le bloc ensemble exceptionnellement. Bon, c'est exceptionnel parce que ça va dépendre du contexte. Par exemple, ici, au Burkina Faso, la première cause de chirurgie, c'est le traumatisme avant les lésions tumorales. Les gestes qui se font avec la chirurgie dentaire, depuis mon DES, c'est une seule fois qu'on a opéré avec un chirurgien dentiste. En fait, c'est la chirurgie orale, mais il n'y en a pas ici. Donc, ça fait que, bon, on n'opère pas vraiment, on ne travaille pas vraiment sur ce point au bloc avec les chirurgiens dentistes. Donc, c'est juste de façon ramassée. Hein. Et un dernier point très intéressant, c'est par exemple les kystes apicaux. Vous êtes en face d'un kyste mandibulaire qui pointe sur une dent et cette dent, en fait, elle est toujours, on peut la conserver. Du coup, on envoie le patient en odontologie et ils vont faire un traitement endodontique de sorte à ce que lorsqu'on va faire la chirurgie d'exérèse, d'énucléation du kyste, que la personne puisse conserver cette dent pour, soit elle peut être conservée uniquement comme ça ou permettre de faire des prothèses fixes, quoi. Et on ne sait même pas, bon, les résultats, on ne se rend même pas compte que la personne a été opérée. Donc, c'est un peu ce que j'ai à dire sur cette question. Merci. Merci, docteur Malik, pour votre élément de réponse. Nous allons passer à la dernière question, qui est la question de Juliana Tukula. Donc, elle dit que sa question va dans le même sens que docteur Nouria, mais que sa question est adressée au docteur Hall. Donc, par rapport à la chirurgie pédiatrique, est-ce qu'on peut envisager la maternité ou bien le mariage, voilà, en cours de spécialisation? Donc, en 1 à 2 minutes, docteur Miguel. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci à Juliana pour sa question. C'est pas pour vanter la chirurgie pédiatrique de Dr Salma. C'est vraiment pas pour vanter la chirurgie pédiatrique, mais quand même, il faut dire que pour ce qui est du contexte dans lequel je suis, parce que c'est de là que j'ai mon tremplin pour en parler. Franchement, on est une famille. On est une famille et déjà comme spécifié, c'est vrai que dans les tests, il n'y a pas de congé maternité. Donc, il n'y a vraiment pas de congés maternité qui sont spécifiés, mais c'est possible. J'ai eu des aînés qui ont cours de parcours. J'en ai eu une qui, c'était à sa première année à l'entrée d'Antam. Elle est venue enceinte même. Elle a accouché dans le 2S. Il n'y a pas eu de problème. Il y a une, elle a plutôt fait en fin de formation en 4e année. Il y a une en 3e année. Voilà, donc franchement, déjà, c'est pas interdit. C'est pas interdit le mariage, c'est pas interdit les enfants en cours de parcours. C'est pas interdit. Maintenant, c'est comme on dit, c'est toute une question d'organisation personnelle. C'est vraiment une question d'organisation personnelle. Et moi, je le dis, c'est très important. Il y a votre équilibre émotionnel. Parce que, faut pas, je suis désolée, mais il faudra pas mélanger le personnel et le professionnel. Si vous pensez que vous ne pourrez pas faire la part de choses entre votre ressenti, je vais dire, avec tout ce qui sera hormones de grossesse et tout, on est des femmes, votre équilibre émotionnel va entacher votre, je vais dire quoi, vos compétences, votre rendu professionnel. Franchement, je pense qu'il faudrait éviter. Mais si vous pensez que vous pouvez allier les deux, pas de problème. Franchement, c'est feu vert. Et comme je dis ici, on est vraiment une famille. Ça fait que si tu ne te sens pas bien, on te couvre. On te couvre, il n'y a vraiment pas de problème avec ça ici. Donc, voilà, en ce qui concerne la chirurgie pédiatrique.
au Burkina Faso. Voici un peu. Juliana, j'espère que vous êtes satisfaite par la réponse. N'hésitez pas, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions rapidement. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Dr. Mellon, pour votre réponse. S'il y a des gens qui ont des questions et qui n'ont pas pu les mettre dans le chat, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole et vous pourrez ouvrir votre micro pour poser votre question rapidement. S'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, avant la fin de ce webinaire. Apparemment, nous n'avons plus de questions. Docteur Youssouf, êtes-vous là parmi nous? D'accord, donc nous allons mettre fin à ce webinaire. Donc merci à nos invités, le docteur Malik Deogo, docteur Melen Od et docteur Salma Eliasmi pour vos présentations très très enrichissantes par rapport à vos différentes spécialités. Nous avons beaucoup appris, donc franchement ce sont des spécialités très très séduisantes si je peux me permettre du terme. Surtout Dr. Melen, votre présentation, je pense que même Dr. Salma a dit que vous avez failli la faire sortir du CPCV. Donc, merci à tous. Dr. Malik, donc maxillofacial également, c'est très intéressant. C'est très rare donc de pouvoir un peu comprendre un peu tout ce qui se passe en la chirurgie maxillofaciale. Donc, ça faisait l'occasion ce soir de mieux connaître cette spécialité. Dr. Salma, merci